Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Bonjour Gansman. Valérie, on finit bien cette semaine. Absolument, Vous avez vu, on est on n'a ravis. que des stars. On reçoit Christophe de Chavannes aujourd'hui. C'est le jour du poisson. Voilà. Bonjour Christophe. Comment ça va les amis? Très bien. Sans transition. Je sais pas, faut finir la phrase après. Sans transition, il faut finir la phrase. C'est votre autobiographie qui sort chez Flammarion, qui paraît chez Flammarion, qui est un livre très intime, très touchant. Vous racontez beaucoup d'anecdotes très personnelles, encore une fois. Votre enfance. Vous parlez beaucoup de votre père, de l'influence qu'il a eue sur vous. Ou pas. Ouais, mais quand même, moi j'ai trouvé que vous livriez beaucoup dans ce livre. Comme jamais en fait. Ouais, comme jamais, absolument. Mais est-ce que j'ai toujours été le plus discret possible. Absolument. Autant que faire se peut. J'ai fait assez peu d'étalage familial. Vous avez été dans les journaux People. Si, j'ai dû faire en 20 ans quelques doubles avec la famille et quelques couvertures volées avec des fiancés, mais non, j'ai jamais été très très disert sur mes. Est-ce qu'on est créatif parce qu'on a un père différent que votre créativité ou les gens qui sont artistes Oh, je vais vous dire, je ne pense pas que quelque artiste que ce soit n'ait pas ou quelque type que ce soit qui fasse un métier public, la façon dont moi en tout cas je l'ai fait, et avec le besoin de partage et le besoin d'amour et l'empathie, c'est dans les deux sens, n'est pas un truc derrière à trimballer. Voilà, je pense que voilà, ça me paraît pas très original, mais je pense qu'on a la plupart des gens que je rencontre, en tout cas, et qui s'expriment en plateau à quelle époque, quand Léa leur pose la question, on a toujours des petits trucs d'enfance. Oui, moi j'ai eu un père alcoolo-dépendant, donc c'est compliqué à gérer. C'est une maladie, donc quand on a quelqu'un de malade dans la famille, c'est un peu relou. Et comme l'alcool parfois fait pousser des cris à des moments inopportuns, voilà. Mais il n'était pas déficient. Hein. Non. Loin de là, il était très drôle, il était adorable. Très beau, jusqu'à ce que l'alcool fasse son effet, comme dirait l'autre. Parce que vous avez mis des photos personnelles de vous enfants, jeunes. Regarde la tête que j'ai avec le foulard à côté de ma mère, on dirait moi avec un fichu. Non, il y a des vraies ressemblances, et même avec votre père. On va parler évidemment aussi de l'émission Quelle époque. On va faire un petit bilan. Qui est moins dans mon bouquin. Qui est moins dans le bouquin. Vous parlez finalement assez peu de télé. Si, j'ai mis quelques aventures parce que ça a été quand même la rencontre avec Berlusconi, histoires de Coucou c'est nous, parce que c'est des histoires. Bien sûr. C'est des histoires, c'est des aventures, c'est des choses qui se sont passées. Qui ne se sont pas passées avec d'autres. Enfin, ma rencontre avec Berlusconi, il y a que moi qui l'ai vécu. Personne d'autre n'a vécu ça. C'était très étrange. Mes bagarres avec le Lémoujotte, c'est des gens avec qui alors je dirais pas violent, je dirais dureté, moi. C'était des gens qui marchaient avec les rapports de force, mais c'est quand même plus de 20 ans de ma vie, quasiment au quotidien. Et donc vous passez de génie à grosse daube à tu es notre arme la plus absolue, à tu vois bien que les gens ne veulent plus de toi. Donc c'est vrai que c'est un poil violent pour le coup psychologiquement. Tout ce qui est physique, mots forts, moi je sais pas, genre trop à me laisser faire. Donc le pire c'était quand on me disait tu vas faire comme un tel, tu vas faire comme on te dit. Alors ça c'était le pire qu'on pouvait me dire. Mais vous à l'inverse, vous étiez pas dur dans votre société de production aussi? Non, la télé n'est pas un monde dur ou violent? Non, moi j'ai jamais été violent avec qui que ce soit, j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit, j'ai jamais été méprisant avec quelque collaborateur que ce soit. En revanche, je suis précis. Donc je suis précis, exigeant, mais avec moi-même aussi. J'ai mis un an à écrire ça, hein, c'est pas voilà. Vous avez écrit tout seul? Oui. Enfin non, c'est-à-dire j'ai été aidé au départ par mon copilote, comme je dis, Jean-Philippe Pisanias, qui m'a aidé à structurer. J'ai pris la décision d'en faire des nouvelles. Je voulais faire des nouvelles. Il m'a aidé à structurer. Il m'a interviewé 145 heures. Ah ouais. Voilà. Et de son regard à lui, ce que j'aurais été absolument incapable de faire, il a tiré des choses dont on pouvait faire quelque chose. Et ensuite, je crois qu'on me reconnaît bien à l'écriture. Pour finir ce que je disais. Avec vos équipes. Oui, voilà. Donc, dans ce métier, on dit très facilement que vous êtes casse-couille si vous êtes exigeant. Alors oui, j'étais exigeant. Mais c'est pas pour ça que j'étais comme j'ai dit. On passe au zapping. J'ai concocté un zapping spécial, Christophe de Chavannes. Enfin, spécial pour vous. Non. Non. Bon, il n'a pas l'air d'accord. Il y a un truc pour allez, Christophe. Le zapping.
Sud Radio Média, l'instant zapping. Oh, plutôt zapping de fin de semaine. Bon, ça a occupé toute cette semaine. Valérie, Christophe, nos amis britanniques sont inquiets pour le roi. En même temps, le pauvre qui attend 80 piges que maman s'en aille. Et puis tout d'un coup, on lui dit, va falloir profiter vite. Non, ils disent pas qu'elle a mort au bout. Mais vous allez voir. Le cancer, c'est pas terrible. Non, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, les Anglais sont devenus attachés à leur roi. Écoutez, c'était un reportage du 20h de France 2. Cancer. Le mot est prononcé 9 mois seulement après avoir été couronné. Le roi est malade. Il fait la une des médias ce matin. Pourtant, sur cette photo, lors de sa dernière apparition publique il y a 3 jours, il apparaissait sourire aux lèvres, en convalescence après son opération de la prostate. Une vague d'émotions s'empare du pays. Les Britanniques s'inquiètent. J'espère qu'il va vite guérir, on a besoin de lui. C'est un grand choc, je suis triste. La reine était géniale, mais lui, il a attendu si longtemps pour être sur le trône. Et maintenant, ça lui tombe dessus, c'est vraiment triste. Avec tous les bons traitements aujourd'hui, je lui souhaite un prompt rétablissement. En tout cas, il a besoin de soutien. Vous imaginez s'il y a un deuxième couronnement, un couronnement maintenant il n'est pas encore, de nouveau. Ce sera qui alors? Ce serait qui? C'est William. Oui, William. C'est le deuxième dans l'ordre de la succession. Harry n'aura jamais rien. Harry, c'est mal barré. Ce qui m'a fait marrer, toutes les chaînes d'infos qui étaient en boucle sur le cancer de la prostate. Moi, je connais 45 mecs qui se sont fait opérer de la prostate, mais qui n'ont pas de cancer. Absolument. D'ailleurs, ils disent pas cancer de la prostate. Non, ils ont dit que il s'est fait opérer de la prostate, puis ils ont découvert autre chose. Oui, mais c'est pour ça que l'hypocondriaque que je suis fait des visites récurrentes. Oui, le petit point noir qui est sous un pied, machin, je laisse pas traîner. Si vous aviez une maladie grave, vous communiqueriez ou pas? Écoute, alors je vais te dire, me projeter dans cette idée ne m'enthousiasme pas du tout. Je n'en sais rien, mais je ne suis pas pour les choses cachées, malheureuses. Et je pense qu'on a besoin d'être aidé. Et je pense qu'en le disant, on est plus aidé qu'en le vivant tout seul dans son coin. J'en sais rien. Celle qui a été le cas de Jean-Pierre Pernaut, on peut penser à lui. Oui, Jean-Pierre, Jean-Luc. Mais Jean-Luc, c'était très vite. Autre chose. Aujourd'hui, les réseaux sont devenus très importants, surtout pour la propagande politique, les élections. Je peux vous interrompre 2 secondes sur les réseaux parce que avant-hier, j'ai dit à France 2, Léam Salamé me proposait dans une vidéo, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es dans le bonheur? Est-ce que de temps en temps vous êtes heureux pleinement? Et j'ai dit, oh là là, c'est compliqué de répondre là à 8h du mat, il faut un peu de temps, machin. Et sur les réseaux, c'est devenu, je sais pas, il est fâché. C'est porte-nawak ces réseaux. Vous y étiez à un moment? Non, j'y suis, mais alors pour le coup, j'ai un peu de chance, j'ai pas trop de haters qui m'emmerdent sur X, mais c'est grotesque quoi. Et puis sinon, vas-y lis. Oui, non, mais je suis en train de je le dis régulièrement, c'est-à-dire on va faire une interview avec vous de 20, 25, 30 minutes et on va retenir une phrase complètement con, qui va faire qu'on est fâchés tous les deux. Parce que par exemple, je vais vous dire Valérie, là sur ce coup-là, je vous répondrai pas. Et ça devient, ils sont embrouillés, ils peuvent plus se blairer. Il y a que ça qui ressort. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des cons partout. Ouais, mais les réseaux, c'est compliqué. On continue. Mais là, ce sont des journalistes, pseudo-journalistes qui relayent ça. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Qui font des copier-coller de merde et voilà. Et on les salue. Justement, les réseaux sont devenus importants et chez les jeunes macronistes, ils se préparent, vous savez, à faire de la propagande sur les réseaux pour les européennes. Mais ils se sont trouvés très nuls. Alors ils ont désormais un modèle surprenant comme l'a filmé Quotidien. Les européennes, la communication se jouera surtout sur les réseaux sociaux et le problème des jeunes avec Macron sur TikTok et Instagram, c'est que on est nuls. Et donc en fait, il faut qu'on s'y mette tous. On a aussi des choses à porter et je pense que c'est important qu'on investisse aussi ce type de réseau. Heureusement, pour toucher plus de monde, les Jams ont un modèle. On va vous montrer un TikTok qui a bien marché dernièrement, qui est celui de Jordan Bardella. Il y a précisément 1,3 million de vues. Alors qu'un agriculteur français sur 3 vit avec près de 350 € par mois, que le nombre d'exploitations... Vous entendez la petite musique derrière? Notre modèle agricole... C'est la ref pour vous sur TikTok, Bardella? Alors, on peut pas parler de référence, en tout cas pas positivement, mais... On va dire qu'aujourd'hui, Jordan Bardella est une personnalité politique qui touche énormément de jeunes sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Vous imaginez que les jeunes macronistes copient donc les vidéos de Jordan Bardella pour faire les mêmes TikTok. Bardella qui donc est totalement proche des agriculteurs, dont on sait tous qu'au Parlement européen, ils n'ont pas voté le tiers des lois.
Tiens, si je vous énervais, Christophe. Oh, ben, comme c'est dit comme ça, je crains pas grand-chose. Tiens, si ben, je vous faites énervais. gaffe quand même, hein, parce que la bête est chaude. Hein. Bah oui, je vois ça. Alors, vous receviez Pierre Arditi dans quelle époque la semaine dernière? Il a fait une belle déclaration d'amour à sa femme. Ah bah, ça m'a plu aux gens ne touchent pas à mon poste. Oh, ouais, on va voir. J'ai deux vies dans la vie, c'est le théâtre et Evelyne Bouix, ou Evelyne Bouix, c'est le théâtre. Je peux rien dire de plus. Si jamais elle me quitte, je la tue. Mais elle ne me quittera pas, car grâce à Dieu, je partirai avant elle. Non, mais je suis désolée. Voilà, donc oui. Non, mais je suis désolée. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Pierre Arditi. J'aime beaucoup cet homme-là, et ce comédien-là. Mais ce qu'il a dit là, sous les rires du public, c'est la banalisation du féminicide. Oui. Et pardon, je sais, alors on va dire c'est une expression, il faut pas prendre au pied de la lettre, etc. Malgré tout, c'est un homme qui dit qu'il aime tellement une femme, et tellement passionnément une femme, que si elle venait à le quitter, eh ben, il en viendrait à la tuer. Alors vous faites la promotion. C'est une maladresse de Pierre Arditi qui a 80 piges, qui sort de deux malaises. Mais évidemment que c'était de l'humour. Non. Mais c'est ça. Non, mais quand je dis que c'est une maladresse, aujourd'hui c'est une maladresse. On peut plus dire si elle part, je la tue. Et c'est Valérie Benaïm, j'imagine que dont je reconnais la voix, que j'aime bien. Mais là, monter au premier degré, je veux dire, le mec sort de l'hosto, il a failli probablement y passer. Il est super cool, on l'invite. Et il a un couple depuis je ne sais combien de temps avec Evelyne qu'il adore. Elle dit si elle part, je la tue. Dire que c'est banalisé. Valérie, sans déconner, redescendons sur terre. Ouais, non, mais il y a plus de second degré aujourd'hui. Enfin, il y a plus de l'humour. Le second degré n'est plus compréhensible parce que Pierre Arditi est quelqu'un qui plaisante, qui blague, qui a. Non, qui a puis on ne peut pas d'esprit. soupçonner un homme de 78 ou 19. Il a 79, je crois, j'ai vieilli. Ouais. On peut pas soupçonner un homme qui dit si elle me quitte, je la tue. Au moment où il l'a dit, tu sais quoi? Je me suis dit oups. Parce qu'on ne peut plus rien dire. Bien sûr. Je me suis dit oups, puis merde. C'est Pierre Arditi, voilà. Mais j'aurais pu lui dire attention, vous savez ce que vous avez dit, ça peut se retourner contre nous. Et voilà. Mais écoutez, je vous avais dit que je vous énerverais. Mais non, ça m'énerve pas du tout. Regarde. Hein. En même temps, ça me fait marrer parce que Cyril qui répète à l'envi qu'il regarde jamais l'émission, ça me fait marrer. On finit toujours en musique cette rubrique. Donc je peux vous chanter le canard si vous voulez. Non, le camembert, j'aurais que vous me chantiez. Ah, le camembert. Parce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Le camembert. Oh là là, mon Dieu. Expliquez pourquoi. Mais parce que vous vouliez concurrencer la danse des canards. Non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai monté une boîte de disques qui s'appelait Kleps Music. Et pour le bicentenaire du camembert, on s'est dit, on va faire un tube. Et on va faire un tube. Donc j'ai pris un imitateur dont il me pardonnera, j'ai oublié le nom, qui n'était pas une énorme star. On n'avait pas une thune à l'époque, on débutait. Et donc on a monté ce disque qui s'appelait Le Camembert et il imitait Balladur, Chirac, De Gaulle, Pompidou, le Camembert. Et moi j'ai cherché un partenaire. Et j'ai trouvé une petite famille qui faisait du camembert. Je vais pas la citer, je vais dire pourquoi. Enfin, si, 1664, peu importe, ou 1884, je sais plus. Et j'avais besoin de 500 000 francs. Et ils avaient très envie, et moi je leur mettais le camembert dans le clip, évidemment, je faisais du placement de produit. Et tout d'un coup, ils sont revenus me voir, ils m'ont dit, écoutez, vous savez, on est désolé, on a fait le tour, mais on n'a plus d'argent. J'ai dit, mais comment ça? Non, on a fait toute la communication. J'ai dit, mais j'ai rien vu. Eh ben non, parce qu'on a tout donné à monsieur qui les avait invités dans une émission, et il a balancé 500 000 en cash. Je dirais pas son nom. Hein. Ouais, bon, on voit qui allez, un son. Et donc je me suis dit, ça va être la danse des canards ou rien, et ça n'a été rien. Un son inoubliable, coucou, c'est nous. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Allez. 35 mm, hein. On avait tourné en 35 mm. Ouais, absolument. On se retrouve dans un instant avec Christophe de Chavannes, sans transition. Ah, génial. Son autobiographie. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christophe de Chavannes. C'est moi. Voilà, il est là avec nous. C'est Wham. J'ai découvert hier que George Michael, en fait, avait fait du verlan. Parce qu'il avait, c'est Wham. J'adore, c'est Wham. C'est aussi Wham à midi, William Lémergie à midi. Ah oui, ça j'avais moins fait gaffe. Et c'est aussi le nom de la boîte de la Chabat. Non, c'est fini depuis. Belle Burette. Ouais, ah bon oui. Ah bon. Belle Burette, c'est marrant parce qu'on retrouve des expressions à vous dans le livre, donc Sans transition, autobiographie parue chez Flammarion. Vous avez décidé de vous raconter en petits chapitres, en petites histoires. En nouvelles. En nouvelles, oui, c'est des petites nouvelles sur des épisodes de votre vie, des
rencontres, des aventures, des déceptions, mais beaucoup de. C'est vivant quand même. C'est plutôt très vivant, ça se lit vraiment. Moi, je l'ai lu d'un seul coup en fait, parce que ça se lit très vite avec des gens que vous avez rencontrés, avec beaucoup sur votre famille. Votre père, on en a parlé. C'est marrant parce que c'est après, oui, ouais. Et les gens ont l'impression que j'en parle beaucoup, et je n'avais pas le sentiment d'en parler tant que ça. Si, vous en parlez pas mal, en fait. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, et avec ce regret qu'il soit mort si jeune, et puis ce qu'il vous a transmis, parce que moi, j'étais restée sur l'idée d'un père effectivement alcoolique, un peu lointain. Alcoolo-dépendant. Non, mais excuse-moi. Quelle différence vous faites entre alcoolo-dépendant et alcoolique? Si vous vous adressez à quelqu'un qui boit, c'est plus sympathique de lui dire, tu sais, t'es peut-être un peu alcoolo-dépendant, faut peut-être qu'on en parle, plutôt que de lui dire, t'es peut-être alcoolique. Il y a un petit côté péjo. Alors que si vous... Et je suis un peu en campagne, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent là-dedans, et il faut pas passer à côté du train si vous voyez que quelqu'un va mal là-dedans. C'est-à-dire de dire, oh là là, machin, t'as vu, il a une descente, c'est super. Hein. Bah non, c'est pas super, parce que s'il a une descente... sérieuse sans être sous, c'est que son corps est habitué et que donc il a une dépendance à l'alcool. Et c'est là qu'il faut aider les gens, parce que c'est une maladie très compliquée à gérer, dont on a du mal à sortir tout seul, mais dont on peut sortir si on est aidé, et surtout si on l'apprend, pour laquelle on est aidé, et surtout si c'est pris tôt. Voilà. Donc il faut jamais négliger et rigoler d'un mec qui titube dans la rue. Il y a beaucoup de votre enfance, beaucoup de conneries que vous avez faites. Oui, je suis un gars vif. Un gars vif. Mais ça vous vient d'où la répartie? Parce que vous racontez quand même que vous êtes inscrit à la NPE spectacle, ce que j'ignorais, et que, en fait vous repeignez des appartements. Donc, à l'époque, je vivais de ça. Je me suis dit, mais comment ils passent de repeindre des appartes à la NPE spectacle? Parce que ça a démarré comme ça, en fait. Oui, mais en fait, je sortais avec des filles, j'avais des flirts, et je repeignais l'appartement des parents. Donc j'allais de boulot en boulot, et je refaisais des appartements pendant plusieurs mois. Pendant les mois qui suivaient, je ne foutais rien, ce qui rendait ma mère malade. Et puis, tout d'un coup, j'avais un autre flirt, alors je refaisais un autre appart. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été déconneur. J'ai toujours été déconneur à l'école, ça m'a posé quelques soucis. Quand j'étais petit, ma famille m'a raconté que à 12 ans, je faisais rigoler tout le monde, ce dont je ne me rendais pas compte du tout. Mais quand j'étais inconnu, en revanche, je pouvais monter sur une table de resto et faire le con, tout le monde se marrait. À partir du moment où vous devenez connu, vous montez sur une table de resto à faire le con, on vous regarde en disant, mais c'est les réseaux sociaux, quoi. C'est pour qui il se prend, celui-là? Quand vous arrivez à Canal+, c'est à l'ouverture. À l'ouverture, pour présenter la météo, et être chez Denisot. Non, pour présenter d'abord les gadgets. Les gadgets, et puis que j'ai inventé. Et après la rubrique. Oui, absolument. Et après la météo. Ouais. Pour remplacer Chabat. Pour remplacer Chabat. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Vous dites, je viens, j'ai un boulot sympa, je non. Il y a une ambition. Non, moi, je disais à ma mère, ne t'inquiète pas, parce qu'elle était très flippée, parce qu'elle avait de bonnes copines pour lui dire, dis donc, ton fils, qu'est-ce qu'il va devenir, hein? Regarde, le mien, il a le bac, il fait des études supplémentaires, des études supérieures, pardon. Tu dois être mal, non? Parce que ils sont sympas, les copines. Sympa. Et c'était pas du tout prévu pour moi. Et je jouais au tarot tous les samedis soirs avec des gens, dont un avec lequel je me suis particulièrement entendu. Et puis un jour, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, je suis journaliste. Je fais, je dis, dans quel journal? Il me dit, non, à la radio. Alors j'ai eu un malaise. Et je suis allé le voir bosser tous les week-ends, parce qu'il faisait les matinales de France Inter, il s'appelle Jacques Esnou. Et je suis allé le voir travailler tous les week-ends. Ma fiancée m'a largué, parce que la semaine, je faisais les peintures, et le week-end, la radio. Et puis j'ai piqué un agrat, puis j'ai fait 2 Pardieu bourré, et puis j'ai gratouillé, je me suis fait foutre dehors, je suis revenu par la fenêtre, j'ai fait Radio 7, mis dehors, Marie-France Breillat, que j'embrasse fort, parce que... c'est quelqu'un qui a compté... Oui, mais elle m'a dit, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Ouais. Donc elle m'a dit, j'ai dit 2 conneries dans ma vie, tu en es une, et voilà, et puis j'ai gratté, il y a rien qui vient tout seul, hein. Donc j'ai eu du cul, j'avais un... Oui, c'était une autre époque. Je suis tombé au bon moment, avec une bonne gueule. Il y a Dominique Conscien qui a cru en vous et qui vous a mis sur France 2. Qui m'a emmené de Canal. Oui, qui vous a emmené de Canal et d'avoir comme ça 2 heures l'après-midi sans être connu. Sans avoir jamais rien fait. Et Pierre Lescure qui me dit, Pierre Lescure qui le sait d'ailleurs, quelle estime je porte à ce qu'il m'a dit quand je quitte Canal, il y a des chances que tu te casses la gueule, c'est très possible. Si c'est le cas, tu reviens quand tu veux. Ce qui était, parce que pour moi, mon rêve c'était de faire Denisot, mais il y avait Denisot.
Donc, donc si là, je voulais le faire, il fallait que je parte. De partir et de faire ça. Il y a la télé, mais je trouve que j'ai pas spécialement envie d'assister moi sur la télé, et plus sur mais plus sur justement des choses plus personnelles, encore une fois sur votre rapport à votre taille, sur la célébrité aussi qui rend beau, sur des choses qui sont vraiment très très, quand je dis personnelles et sincères. Ah bah personnel et vécu. Et vécu, parce que j'ai loupé un boulot de ouf parce que il manquait 5 mm. Ouais. Stewart. Ouais, alors je ne rêvais pas d'être Stewart, mais c'était un moyen pour moi d'aller gratuitement en Afrique. Voilà. À l'époque, quand UTA, qui était la compagnie France-Afrique, faisait France-Afrique, Afrique-France. Et comme j'avais rencontré un gars qui avait la possibilité d'acheter des chambres en Italie, des chambres d'hôtel clés en main pour que dalle, et que les hôtels poussaient comme des champignons en Afrique, moi j'ai dit ok, tu vas acheter les chambres et moi je vais les vendre. Et donc mon taf prévu dans notre association, c'était d'aller faire fortune et de vendre des chambres d'hôtel, parce que quand tout d'un coup t'as un hôtel de 500 chambres et que tu vends 500 bidets, 500 tables, 500 brosses, 500 verres, 500 lampes, 500 fauteuils, etc., c'est formidable. Et il se trouve que quand je me suis inscrit au dossier pour être steward, il fallait faire 1m72 et à l'époque j'ai mis 1m74, à la faute. Et 6 mois après, quand j'étais convoqué, 6 mois, j'avais évidemment oublié ce que j'avais mis et il a fallu remettre la taille. Et là, j'ai mis 1m72. Ouais. Et là, devant 200 personnes, le monsieur qui était très désagréable, probablement homosexuel, méchant, avec un petit gars à côté de lui qui était un peu son mignon. Et ben on va vous toiser. Pourquoi vous avez mis 1m72 aujourd'hui? J'ai dit parce que je fais 1m72. Ah mais pourquoi vous avez mis 1m74 il y a 6 mois? On va vous toiser. Et donc, quand t'es toisé devant 220 personnes, que tu te tires dessus, que ça, comme un malade, il faudrait t'enfoncer un machin de 3 mètres dans les fesses pour te faire grandir, qui dit non, 1m71 et demi, vous rentrez chez vous. Bon, je lui ai dit ce que je pensais en partant. Ouais, et vous avez perdu des centimètres depuis. Et j'ai perdu 3 cm et demi, non, 10. Ah, D. Ça, c'est la course automobile. C'est la course automobile, les vertèbres. J'ai 6 disques morts, donc j'ai perdu 3 cm et demi, ce qui fait que j'ai le plaisir de vous annoncer que je fais 1m68 et demi. Mais le demi, là, j'y tiens. Vous beaucoup. Il y a les rencontres avec Coluche qui sont vachement. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'était dingue. Ouais, ce que vous racontez. C'était mon idole. J'en ai eu 2. J'ai eu Senna, Coluche, et Coluche. J'ai pris une photo de lui quand il sortait de Bobino. J'avais 16 ans et demi. C'est la seule photo que j'ai jamais prise d'une idole. Et en plus, c'était un Polaroid qu'il a signé tout de suite. Et je l'ai re-rencontré un jour dans une. C'est dans le livre. C'est raconté. Voilà. Donc je l'ai re-rencontré un jour où il allait très mal. Et après, je l'ai re-rencontré une dernière fois où il est venu me rencontrer. Il a vu l'émission, ça s'appelait Toute folle de lui. Bon, c'était ce que c'était. Et il a dit, j'ai pas envie de la faire, mais je veux voir le mec. Et on s'est vu dans ma loge pour 10 minutes. On est resté 3 heures. Et on est parti, on s'est pris dans les bras. Et il m'a dit, toi et moi, on va mettre le feu. Et le lendemain, il est mort. Sur le lendemain. Incroyable. Ouais, incroyable. Et en ce moment, je sais pas si vous avez vu sur Rambobina, l'émission sur la chaîne de Lina. C'est bien Rambobina. Ouais, il y a toute la soirée qui avait eu lieu pour le lancement des restos du cœur et des appels. Et vous y étiez. Et c'était incroyable. Tous les animateurs étaient là et c'était un moment où on voit Coluche, mais vraiment comme on l'a jamais vu. Essayez d'aller voir le replay sur le site de Lina, c'est une archive. Et on peut voir vos émissions aussi vos émissions sur Lina. Ah oui, bien sûr, toutes. Ouais. On se retrouve dans un instant avec Christophe de Chavannes, Sans transition, qui paraît chez Flammarion, une autobiographie très sincère, très intime et très personnelle. Il y a même une chaîne Coucou c'est nous sur YouTube. Ah ouais. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Christophe de Chavannes qui est un petit peu enrhumé. Non, je suis carrément malade. J'ai une bronchite toute pourrie. Sans transition, on sera pas là lundi. Votre autobiographie. Je me suis mis loin puis je suis plus contagieux. Qui paraît chez Flammarion. J'encourage vraiment tout le monde à lire parce qu'on découvre un Christophe de Chavannes. Non, mais on découvre un Christophe de Chavannes qu'on ne connaît pas forcément. Vous ne revenez pas sur votre carrière totalement. Non, je raconte des trucs qu'on ne sait pas. C'était le but un peu en fait. L'épisode de la noyade où vous avez failli mourir. J'ai failli mourir plein de fois. On va pas tout raconter non plus. Je peux pas parler des émissions. Je ne peux pas parler du livre. Mais j'ai sauvé des mecs de la noyade. J'ai sauvé 2 mecs de la noyade aussi. La mort vous fait peur? Écoutez, non. Enfin.
J'ai toute ma vie, je l'ai un peu bravé, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait entre pilote d'hélico, pilote de course, et faire des 5 ans courir dans une rue comme ça, ou faire du vélo à 50 à l'heure sans casque. Ça va en opposition avec quelqu'un d'hypochondriaque. Non, l'hypochondrie n'a rien à voir. Ouais, j'ai peur de la maladie. J'ai pas beaucoup plus que de la mort. L'hypochondrie, c'est la peur de la maladie. Hein, c'est pas la peur de la mort. Hein. Enfin, en tout cas, non, pas en ce qui me concerne en tout cas. Vous avez peur d'une grippe? J'ai peur de... Non, si j'ai un bouton là, je pense que j'ai un cancer du bras. Voilà. Ouais, mais je pense pas à la mort. Non, mais j'y pense pas. Voilà. Alors maintenant, à l'âge que j'ai, j'avoue que les risques que j'ai pu prendre dans ma vie et que j'aimerais bien encore prendre parce que j'ai kiffé et ça fait des bonnes montées d'adrénaline, je suis pas certain que j'ai envie d'y passer tout de suite. En fait, j'ai envie de... Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai gagné un peu d'argent et j'aimerais bien... j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière, j'en ai rien à foutre. Il faudrait laisser un petit minimum parce que je suis assez contre l'héritage. Moi, je pense qu'il faut avoir faim dans la vie et que les mômes doivent avoir envie de travailler, que je leur laisse un minimum, un petit toit, un truc. Mais j'ai envie d'aller faire fumer la carte bleue, de voyager, de m'éclater. Voyager surtout. Et le fait d'avoir repris une émission, ça... alors je suis un gros con parce que j'adore faire cette émission. J'y suis très heureux. Ça m'a redonné un goût, une deuxième vie, un revival absolu. Et alors, je ne peux prendre des vacances que pendant les vacances scolaires, alors que ça fait 30 ans que j'attends de pouvoir partir hors vacances scolaires. Et là, comme Léa a des enfants, on s'arrête quand Léa s'arrête, forcément. J'ai le droit de parler de... On se taquine, hein. Vous faites ce que vous voulez. Les gens vont écrire que vous pouvez pas vous blairer, c'est tout. C'est ça. Mais alors, on s'adore. Non, mais j'ai lancé le sujet qu'à l'époque. Si vous l'aviez pas remarqué, oui, elle le faisait. Voilà. Si vous écoutiez. Oui, bien sûr. Très selfish. On vous a reçu une semaine avant le démarrage de l'émission. Et il y avait une presse. Et à l'époque, il y avait plein de gens qui disaient, oh là, ça va durer 2 mois. Oh là là, il est insupportable. Oh là là, mais la pauvre... Il va tirer la couverture à lui, il va pas savoir. Dans 5 jours, ça va être l'engueulade. À la fin de l'année, l'émission est morte. Avec le recul, l'énorme succès de l'émission, qui fait plus d'audience que Laurent Ruquier, quel recul vous avez sur toute cette période-là où ça a été terrible quand même dans la presse? Mais moi je savais qui j'étais, donc je l'ai trouvé ridicule. Je voudrais pas être grossier parce que ça va être repris. Je sais très bien que si j'y allais, j'allais pas être le connard, mais mon cerveau a dû travailler quand même. J'ai la chance d'en avoir un plutôt correctement constitué, et mon cerveau a dû travailler pour accepter d'être numéro 2, car normalement ma place elle est là. Voilà. Mais peu importe, je m'en fous, je suis un super numéro 2, je m'éclate, je le sais. Je crois j'ai plus grand chose à prouver dans mon métier, et je pense en plus, je vais te dire que je n'ai jamais été aussi libre parce que je n'ai pas la pression, j'ai pas la pression ni de l'argent, ni de la prod, ni de l'audience, ni de tenir l'émission, voilà. Et puis vous pouvez piquer les invités. Ouais, enfin cela dit, je vais te dire, ça me demande une concentration monstrueuse parce que j'attends le trou, il faut que j'écoute tout pour que je puisse rentrer dans un trou à un moment donné, parce que Léa, quelquefois, quand elle est partie, même si elle fait attention à moi. L'autre jour, j'en avais marre, j'ai levé la main pour dire je veux parler. Mais non, on s'entend super bien. Et franchement, au début, je disais, moi, même si j'étais pas là, l'émission marcherait très bien. Ce que je pense toujours, parce que personne n'est indispensable. Mais il y a plein de gens qui me disent que je suis, que c'est un vrai truc. Ça apporte quelque chose. Vous avez quand même eu une traversée assez longue, compliquée, plus longue que les autres. Parce que j'en ai eu plusieurs. Mais ça a été une souffrance. Non, c'était une. Alors oui, si ne pas comprendre est une souffrance, la réponse est oui. Parce que je comprenais pas. Mais ne pas faire ce métier. Aussi. Mais je ne comprenais pas pourquoi, surtout quand je voyais ce qu'il faisait, je me disais, je serais quand même capable de faire au moins aussi bien. Donc pour être gentil. Donc je ne comprenais pas, mais ma foi c'était comme ça. Et puis est-ce que j'ai pas payé 20 ans de grande gueule, 20 ans, tu vois, une réputation, c'est très très vite à faire et c'est très très long à effacer. Et donc voilà, ok, j'ai une maladie, je suis en retard. Aujourd'hui c'était chaud, les autres jours à la télé c'était encore plus chaud. L'autre jour il y a un taxi qui m'a filé le volant quand même. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on n'y arriverait pas sinon. J'ai dit, je t'en supplie. Donc il est monté derrière, et quand il l'a vu, il a regretté. Mais c'était trop tard, j'étais au volant, et on est arrivé à bon port, juste pile poil à l'heure. Vous avez payé la course quand même? Ah ben évidemment. Oui, je vous dis que je paye toujours. Que lui m'a payé? Non, moi j'ai payé. Ciel Montmardi, coucou c'est nous, comme un lundi, combien ça coûte du fer dans les épinards, Téléquanon, entre autres, la famille.
toutes les émissions que vous avez produites. Vous devriez en parler à Jacques Expert si vous le connaissez. Absolument, il me connaît un petit peu. Absolument. Du fer dans il y en a les une épinards, pour laquelle vous êtes le plus fier? Non, oui, bon, le site d'action forcément. Oui. Mais je suis encore plus fier d'avoir rendu les capotes gratuites pour les mineurs. On peut le dire. Ouais. Oui, mais il faut en parler parce que je sais qu'il y a un sondage qui a été fait. Il y a très peu de mômes en fait qui sont au courant que jusqu'à 26 ans, on peut avoir des capotes santé couvert gratos. Ouais. Donc il faut vraiment, si vous êtes parents et que vous avez des jeunes autour de vous, des neveux, des filleuls, des enfants, dites-leur que s'ils ont moins de 26 ans, ils peuvent avoir des préservatifs gratuits. Ouais. Non, bien sûr. En vrai, oui, c'est 35 ans de combat. J'ai fabriqué, avec Patrick Pizza, sans demander 1 euro à personne, on a fabriqué 80 millions de capotes. On a installé 2500 distributeurs de préservatifs. Voilà. Donc oui, je pense que le jour où j'ai commencé à m'attaquer à ce truc, j'ai pas lâché. Et grâce au président Macron, qui a fait, et Brigitte, qui m'a bien aidé, c'est une bonne go-between. Eh bien, le préservatif est gratos pour les mineurs. Et ça n'a l'air de rien, mais il y a 6000 jeunes filles de moins de 16 ans qui tombent enceintes tous les ans. Et crois-moi, ça fout un bordel énorme pour elles, pour la famille, pour la famille de l'autre, enfin, et les maladies sexuellement les IST qu'on appelle. Qui sont, en hausse de 30%. Oui. Beaucoup de rencontres, il y a tapis, enfin il y a tellement de choses, mais j'ai envie. Oui, mais toujours des trucs un peu croquignons, quoi, voilà, tu vois. Qui sont enfin des rencontres. Il a essayé de toujours, tout est vrai. Alors tout est vrai. Ça en dédicace. Voilà, d'accord, voilà, très bien, oui. Tout est vrai, donc je le dis et je le. Non, je le mets pas en dédicace, je voulais écrire à vous. Oui, mais moi tout est vrai, mais c'est pour ça que je le dis. Tout est vrai dans ce livre. Christophe de Chavannes, comme vous ne l'avez jamais vu, Christophe de Chavannes, coquin, drôle, triste parfois, et puis les histoires comme de la famille, vie, quoi. Comme la vie, voilà, absolument. Vous passez un bon moment. Merci beaucoup, c'est très gentil, Christophe, merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Puis on vous retrouve évidemment avec Léa Salamé tous les samedis soirs. Dans quelle époque? Le livre Sans transition est paru chez Flammarion. C'est marrant. L'émission s'arrête, vous recommencez à tousser. Voilà. Et il y a En bonne compagnie sur France 3 tous les samedis à 15h35, l'émission produite par Christophe sur les animaux. Avec Sophie Davant. Absolument. Merci à vous. Il était temps que le service public ait une émission sur les animaux. Absolument. Je vous embrasse les gars, merci.